Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois dans Passion Patrimoine un CGP. Il s'appelle Damien Groulot et c'est le fondateur de MyCGP. Bonjour Damien. Bonjour Karine. On est ravis de t'avoir avec nous aujourd'hui dans Passion Patrimoine parce que tu es vraiment le prototype, si je peux m'exprimer comme ça, du CGP idéal. Tu as une formation impressionnante quand même, hein. J'ai été regarder tous les diplômes que tu as eus. On va donc évidemment parler de ton parcours pour en arriver après à cette création, MyCGP, mais tu vas d'abord me parler de toi, l'homme. Petit, est-ce que c'était déjà ancré en toi de devenir CGP, ou en tout cas un acteur du monde de la finance ? Pas du tout. Me dis pas que tu voulais devenir pompier, parce que c'est la réponse à chaque fois. Non, mais je vais dire un truc pas très original, mais je voulais être footballeur professionnel comme plein de sportifs de haut niveau. En tout cas, je voulais faire carrière dans le sport. J'ai eu l'opportunité pendant un petit moment, j'ai fréquenté un centre de formation de foot en Bretagne, donc à Guingamp. Donc j'ai fait le sport-études. Et puis, d'une année sur l'autre, j'ai pas été conservé. J'ai repris un parcours et un cycle cursus normal, on va dire. Et j'étais pas forcément très bon à l'école, en fait, puisque je voulais absolument réussir dans le sport et l'école m'apportait peu. Pourtant, ma maman est institutrice. Donc, ça, c'est paradoxal, mais voilà, non, à ce niveau-là, je voulais pas faire CGP. Ok. Et alors, comment, du coup, c'est arrivé ? Alors, CGP, c'est arrivé... Après mon bac, j'ai fait un DUT en gestion des entreprises. On avait un module marché financier à l'époque qui était animé par un banquier privé d'un grand groupe bancaire bien connu. Et je sais pas, au-delà de la matière que j'aimais bien, que je découvrais, je sentais un mec à l'aise dans sa façon de parler. Il dégageait vraiment quelque chose d'intéressant. C'est quelqu'un qui t'a donné envie. Ouais, exactement. Ouais, c'est quelqu'un qui m'a donné envie. En tout cas, qui m'a donné envie d'orienter mes études vers la finance et la gestion de patrimoine. Et je me suis dit, un jour, je serai comme lui, je serai banquier privé dans une grosse maison. À la base, je m'étais dit ça. Voilà. Donc, tu passes plusieurs masters. Hein. Je vois déjà ta licence, Master 2 en gestion de patrimoine et finance et affaires internationales. Ouais. Pourquoi est-ce que tu as accumulé comme ça les diplômes ? Ouais, j'aurais pu faire un truc beaucoup plus simple qu'être faire un Master Finance et un M2 gestion de patrimoine, comme tout le monde. Sauf qu'en fait, après mon année de licence, j'ai fait un Master en alternance avec une banque aussi bien connue. Je ne la citerai pas, mais une banque assez spécialisée sur les marchés des entreprises. J'avais fait mon stage de licence 3 justement au sein de cette banque-là. Et puis, donc beaucoup d'analyses de bilan, de soldes intermédiaires de gestion, de comptes de résultats, donc une lecture vraiment très comptable et chiffrée. Et je m'étais dit, tiens, c'est vrai que je voulais faire banquier privé l'année dernière, mais là, je vois le marché des entreprises, je trouve ça plutôt intéressant. Et donc, du coup, en interne, je me suis renseigné auprès des RH, j'ai discuté avec des directeurs d'agence, des conseillers entreprises, et ils m'ont dit, non, Damien, ce qu'il faut que tu fasses, c'est de l'alternance. Parce qu'il faut que tu aies de l'expérience, il faut que tu grandisses à ce niveau-là, que tu puisses voir des clients, que tu puisses analyser, etc. Donc moi, tout bêtement, je suis ce cursus-là qui se déroule en 2 ans. Une première année sur le marché patrimonial, donc là, ce que je fais aujourd'hui, en fait, mais plutôt en banque de réseau, en retail. Et deuxième année sur le plan plutôt entreprise et professionnel. Et donc, j'ai mixé les deux donc en B2C, M1. B2B, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Tu as eu très tôt cette double approche. Qu'est-ce que tu as bien aimé et qu'est-ce qui t'a clairement gonflé ? En fait, c'est plutôt l'univers de la banque qui m'a gonflé. Moi, servir le dirigeant, chef d'entreprise, le conseiller à titre professionnel comme à titre personnel, j'aimais ça. Après, ce qui m'a beaucoup embêté, c'est la partie commerciale en banque où... malgré le conseil initial qu'on peut formuler, on est toujours sous des directions, enfin sous des directives de groupe avec faut vendre.
Faut vendre. Et puis voilà, donc les banques, même en marché Tu sentais qu'il n'y avait pas d'humain en fait. Non, mais tu as eu besoin un petit peu de ramener tout à fait. le côté justement relationnel entre tes mains. Et du coup, après, comment tu as bifurqué et comment surtout t'en es arrivé à fonder MyCGP? Alors j'ai bifurqué, c'est-à-dire que je me suis dit, bah tiens, moi la gestion de patrimoine ça m'intéresse. Je voyais mes dossiers entreprises et pro passer à la banque privée, et j'avais plus la main dessus. Donc ça j'étais assez frustré, et ça j'étais juste en alternance. Donc la banque en question me propose un CDI sur Nantes, vraiment le truc tip top, le truc qu'on attend quoi. Et je le refuse. Et je dis, bah non, en fait, moi, je vais faire de la gestion de patrimoine, donc je vais refaire un Master 2 en gestion de patrimoine. Et j'ai postulé, donc, en fait, à la fac où j'étais, à l'université de Nantes, qui m'a gentiment accueilli. Ça n'a pas forcément plu à la banque qui m'avait formé pendant 2 ans. Mais j'ai réussi à passer, on va dire, entre les mailles du filet et faire ce Master en gestion de patrimoine. Et au lieu d'aller faire 6 mois en expérience en cabinet, comme je le voulais, je suis retombé dans les mailles d'une banque privée, où là, pour de bon, en sortant de ce stage-là de 6 mois, je me suis dit que c'est pas du tout pour moi. Impossible de mettre un pied en banque, au vu de tout ce que j'ai déjà dit. Et puis, j'arrive à rencontrer un groupe d'expertise comptable basé sur Rennes, qui montait, pile à la sortie de mes études, qui montait un pôle de conseil en gestion de patrimoine pour accompagner toute sa clientèle. Et là, tu t'es dit... Et là, je fonce. Et là, tout de suite, t'as aimé, en fait. Ouais, tout à fait. L'approche était différente et tu t'es senti à ta place. J'ai découvert vraiment un nouveau métier, donc c'est-à-dire au sens indépendant du terme, vraiment cabinet indépendant, gestion privée, le soin du conseil, le soin de l'expertise. Donc, j'ai vraiment vu quelque chose de différent par rapport à ce que je voyais dans les établissements financiers. Ok, on rappelle quand même qu'il y a plein de façons de devenir CGP. Donc, il y a ces fameux Master 2. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu pour prendre son temps et puis aussi acquérir pas mal de techniques. Mais ce n'est pas obligatoire. Je sais aussi qu'on peut passer des habilitations professionnelles, même sur des sites, des plateformes comme Juriscampus. Tout à fait, le CIF, bien sûr, 150 heures. IAS, l'intermédiaire en assurance, bien sûr. Ça, c'est toutes les accréditations dont vous avez besoin pour exercer. Donc ça, c'est indéniable. Orias aussi. Orias, il faut être immatriculé, bien évidemment. Voilà. La formation aussi pour ceux qui veulent faire de l'immobilier neuf, 400 heures de cours. Puis il y a la fameuse certif, bien sûr, AMF, qui va permettre d'exercer ton métier. C'est un peu un code de la route, non 2000 questions, tu t'en rappelles de ce passage? Pas du tout. En fait, c'était moi, en fait, dans le bagage universitaire que j'ai, vu que j'ai 2 masters, tout ce qui est là-dedans est compris, en fait. C'est-à-dire que quand je suis sorti, j'avais toutes ces équivalences et je pouvais y aller, quoi. C'est quoi le coût d'une école en moyenne? Toi, elle t'a coûté combien ton école? Moi, c'était pas une école privée, c'était la fac. Donc en fait, aujourd'hui, ce qui est bien dans ces masters finance côté université, c'est que vous avez pour moi, les meilleurs masters en gestion de patrimoine, ils sont à la fac et ils sont pas dans les écoles de commerce. Sauf top 5 ou top 3, on va dire. Pourquoi tu dis ça? Dans le sens où aujourd'hui, ce qui est reconnu, en tout cas en termes de master et de qualité d'enseignement, c'est Clermont, c'est Paris-Dauphine, c'est Nantes, c'est Caen, et tout ça, c'est dans des universités. Ok, est-ce qu'il y a un ordre justement pour passer un peu ces diplômes? Parce que du coup, toi, tu les as fait en fonction de ce que tu ressentais, ou est-ce que tu t'étais déjà tracé tout un chemin, je vais faire ça, puis après ça, d'abord la licence, après les 2 masters? En fait, je m'étais dit que dans tous les cas, il fallait Bac+5 si aujourd'hui on voulait un métier où on gagne un peu d'argent, où on a des perspectives d'évolution. On nous rabâche depuis je ne sais pas combien d'années qu'il faut absolument Bac+5. Donc, je suis rentré un petit peu dans ce cursus-là en essayant d'être le plus généraliste possible sur les 2-3 années juste après le bac, et puis de me spécialiser après en master au gré de mes expériences. Et j'ai eu que des expériences dans la banque, et c'est ce qui m'a permis de me dire que je ne voulais pas tout à fait aller dans la banque, et que derrière, j'ai trouvé, on va dire, chaussure à mon pied. Alors, quelle année la création de MyCGP? 2019, avril. Juste avant le Covid. Tout à fait. Ouais, toi, tu prends des risques, en fait. On n'a pas le choix, quand on se lance de toute façon, on prend des risques. Après, je ne suis pas parti d'une feuille blanche non plus. J'avais un petit réseau que je m'étais fait dans les années précédentes. Donc je suis parti, je savais que j'avais à peu près un chiffre de fait, et je me suis dit, bon, bah, on y va, quoi. Ok, tu avais déjà ton petit portefeuille de clients. Ouais, pas grand-chose, je les compte sur les doigts de deux mains, même pas.
Mais client avec du volume, en tout cas, ou conséquent, Ouais, exactement. avec qui tu pouvais démarrer sereinement. Très beau potentiel. Donc au début, tu es seul. Ouais, exactement. Et aujourd'hui, 3 ans après? Et 3 ans après, je suis encore seul. C'est-à-dire que je fais un peu tout de A jusqu'à Z. Alors, dans mon expérience d'avant, où j'étais salarié, il y avait un assistant, enfin, on était 3. Il y avait un associé gérant, moi j'étais le salarié, il y avait un assistant. Et aujourd'hui, ça fait 3 ans que je fais tout de A à Z. Par contre, on est pas mal aidé, parce qu'aujourd'hui, il y a pas mal de partenaires spécialisés pour gérer un peu notre compliance, tout ce qui est back-office. On peut payer des prestats pour ça, plutôt que de faire du management. Des fois, il faut se poser la question quand même. Parce que le management, a priori, c'est pas facile partout. Et ça prend du temps, il faut former, et c'est long. Donc j'ai plutôt pris cette option-là. Donc voilà, on s'appuie sur des partenaires pour la com aussi. Voilà, j'ai une agence de com qui travaille pour moi. J'ai aussi une newsletter qui est plutôt bien faite par Fidroit, que je diffuse à l'ensemble de ma clientèle. Okay. Donc ça me permet de rester concentré sur mon cœur de métier, sur mes clients. Voilà. Après, c'est vrai que l'administratif, il est assez lourd, mais moi j'ai grandi avec ça, puisque ça fait que 6 ans que je suis dans le métier. Ça t'a pas écœuré justement la théorie à l'école? Je me dis, avec tout ce qui est... Enfin, c'est quand même un métier maintenant qui est devenu hyper normé, très structuré. Tu t'es pas dit, waouh, je vais passer des journées à bouffer du papier? Non, je m'étais pas dit ça, mais c'est vrai que quand on décline l'ensemble des matières qu'on a dans le cursus de master, c'est vrai qu'elles sont pas toutes passionnantes. Elles sont pas toutes faites par des gens qui nous passionnent. Donc non, sur ces moments-là, je me disais, bon, bah ça me plaît, je suis à fond. Ça me plaît moins, mais ça fait partie du package et je le prends. Et puis derrière, après, c'est moi qui, voilà, aujourd'hui, dans ma façon de travailler, dans ma méthode d'accompagnement et dans les solutions que je propose à mes clients, c'est moi qui ai tout choisi. Et c'est ça le luxe qu'on a aussi aujourd'hui, c'est de pouvoir aller faire du sur-mesure et de choisir vraiment ce qu'on veut pour le bien de nos clients. Puis le luxe aussi, quand on choisit d'être CGPI, c'est d'être aussi flexible, d'organiser soi-même son emploi du temps, d'avoir tout à fait. Des vous n'avez pas votre où on peut directeur faire qui vous aussi dit autre vous êtes chose. arrivé 5 minutes en retard. Ouais. Tu avais un problème avec ça, l'autorité? Ouais, je pense que j'ai toujours eu un petit souci avec ça. J'aimais pas trop qu'on me donne des ordres. Et je me suis vite dit, j'ai eu la lucidité de me dire que si je voulais être à peu près tranquille, ou en tout cas me mettre la pression à moi-même, il allait falloir à un moment donné que je travaille pour moi. Mais travailler seul aussi, c'est se bouger seul, se motiver, avoir un certain rythme. Tu y arrives? Ouais, ça j'y arrive parce que de toute façon je travaille pas de chez moi, bien évidemment. J'ai des bureaux dans le centre-ville de Rennes, à côté de la gare. C'est un immeuble où il y a plein d'autres entrepreneurs, d'autres boîtes. Donc on a vraiment un petit réseau interne, sans le vouloir, où limite on bosse aussi ensemble, on s'apporte des affaires. Mon agence de com, je l'ai rencontrée là-bas, par exemple. Donc il y a une sorte de coworking avec une synergie. C'est ça, il y a une synergie un peu qui se fait. Voilà, il y a un côté sérieux et puis un côté un peu plus festif aussi. Donc voilà. Tu as commencé avec des clients, tu as dit, tu les comptais sur les doigts de la main. Rassure-moi, aujourd'hui, sur les doigts des deux mains quand même. Ouais, largement. ouais, j'en ai plus. Après, je suis pas le CGP qui va, déjà vu que je suis tout seul, mais même si demain je rachète un portefeuille ou je rachète un confrère ou imaginons que je fasse de la croissance externe et que je recrute, j'ai pas du tout l'envie d'avoir un cabinet, une usine comme on peut en connaître, avec des grandes marques qui font très bien leur boulot aussi, mais c'est vraiment un modèle de développement différent. Moi, je serais plus sur un cabinet à taille humaine, moins de 10 personnes, et puis voilà, une petite équipe à taille humaine où on s'entend bien. T'as du cran quand même de te lancer comme ça, première expérience concrète, je monte ma boîte, je bosse tout seul. Je veux dire, tu fais pas partie, bon déjà t'es jeune, à quel âge as-tu, rappelle-nous? J'ai 31 ans. Voilà, ouais, t'es jeune. Je veux dire, par rapport à ces autres générations beaucoup plus anciennes qui ne sont pas passées par les mêmes cursus universitaires ou diplômes que toi et qui du coup doivent se mettre un petit peu à jour tout le temps. Toi, je veux dire... T'as bénéficié des derniers, j'imagine, derniers logiciels, dernières applications, dernières formations. Et du coup, tu te lances comme ça tout seul. Du coup, c'était quoi un petit peu ton business model? Tu t'es fixé sur 2-3 ans d'arriver où? Business plan. Ouais, en termes de business plan, je me suis dit, si tu te lances, faut que tu fasses 100 000 par an. Voilà, minimum à peu près en termes de chiffres. C'était ton objectif? C'était mon objectif, il a été réalisé, donc c'est cool. Après, je ne rentrerai pas plus dans les détails, mais en tout cas... Comment tu recrutes tes clients?
Donc il y a cette petite base que tu avais déjà, mais les nouveaux, comment tu Alors prospectes? c'est beaucoup de bouche à oreille en fait. C'est beaucoup de bouche à oreille, donc c'est-à-dire qu'un client satisfait, il va parler de moi à 2 ou 3 personnes, puis je vous appelle de la part d'eux. Donc recommandation. Recommandation à 98%. Et puis après, ça va être du relationnel, donc des gens qui me connaissent, qui savent que je suis sérieux, mais d'extérieur, qui savent pas vraiment intérieurement comment je travaille, etc. Donc c'est bien aussi, mais qui me recommandent auprès de leur oncle, de leur tante, de leurs parents, etc. Mais voilà comment je fais un peu ma pub. Donc j'ai toujours gagné du crédit comme ça auprès des gens et des clients, c'est par ma technique et mon empathie et l'accompagnement que je peux faire. Alors, un client justement, comment se passe un entretien? Est-ce que tu t'es un peu formalisé cet entretien? Tu as une fiche que tu lui demandes, un questionnaire type à répondre? Combien de temps déjà ça dure un entretien avec un client? Un entretien découverte, moi je prends à peu près entre 1h et 1h30. C'est un entretien qui est toujours gratuit. Néanmoins, c'est un entretien que j'ai préparé et c'est un moment d'échange avec le prospect, parce qu'il n'est pas encore client. Il vient vous voir souvent pour des sujets précis ou une problématique précise. Et le but, c'est vraiment de créer du lien, d'échanger avec lui, de lui expliquer qui vous êtes. Donc là, tout ce que vous venez de me poser comme question, je dis ça aussi au prospect que j'ai en face de moi. Donc pour mettre en place un climat de confiance, un palier de réciprocité, pour lui demander aussi, lui, comment ça se fait qu'aujourd'hui, il est chirurgien dentiste, comment il a monté sa boîte, c'est quoi son histoire. Donc on a vraiment une première partie de l'entretien qui est vraiment axée là-dessus. Grosse découverte, on ne parle pas du tout de produits, on ne parle pas du tout de fiscalité, on ne parle pas du tout de droit des sociétés, on ne parle pas du tout de tout ça. Donc souvent, ça met à l'aise, ça fait du bien. Et puis derrière, je lui demande toujours l'autorisation de prendre quelques notes. Et là, je déroule, on va dire, quelque chose d'un peu plus formel, où je vais lui poser des questions un peu plus précises sur son état civil, sa situation matrimoniale, la composition de la famille, toute la partie finance, patrimoine, immobilier, prévoyance, retraite. Enfin, là, j'essaye de tout. Parce que c'est pas évident, là, tu rentres dans l'intime Exactement. D'une personne. Et est-ce que tu sens parfois justement des clients réticents? Déjà, à quel moment, toi tu peux le dire maintenant, tu as un petit peu de recul, 3 ans, ça s'appelle avoir du recul. À quel moment est-ce qu'on a besoin d'aller voir un CGP? Moi, j'ai 3 grandes périodes dans la tête, mais peut-être que je me trompe. En fait, moi, je me dis toujours que à partir du moment où vous pouvez potentiellement hériter, ou vous avez sinon potentiellement l'envie de lancer un business, vous êtes la cible d'un CGP en fait, tout simplement. Oui, c'est-à-dire que c'est à la fois d'un point de vue personnel, donc moi je voyais commencer à avoir envie justement de constituer un patrimoine, commencer à vouloir, une fois qu'on a son patrimoine, vouloir un petit peu l'optimiser, voilà, capitaliser dessus. Et puis bien sûr au moment de la transition et de la fin de vie, de la succession, de la transmission. Et il y a l'autre côté qu'on oublie aussi parfois. Souvent on a l'impression que les CGP travaillent qu'avec des particuliers. C'est cette partie aussi pour un projet professionnel en fait. C'est quoi le ratio chez toi? Moi, le ratio, c'est 80-20. C'est 80% de chefs d'entreprise et 20% de particuliers. Ah ouais, c'est énorme. Ouais. Alors ça... Tu sais l'expliquer? Parce que quoi, c'est parce que justement ton expérience d'avant. Ouais, juste mon expérience d'avant. Non, juste après les banques, j'ai fait un tour 3 ans chez des experts comptables. Justement, la fameuse filiale qui a été créée par des experts comptables. Et là, en fait, j'avais un portefeuille que de chefs d'entreprise exclusivement. Secteur grande distribution, secteur bâtiment. Et là, j'ai mangé de la session d'entreprise tous les mois, avec des sessions de boîte. J'espère en revivre des comme ça, mais voilà, j'ai beaucoup appris là-bas et j'ai eu cet ADN dirigeant que j'ai cultivé là-bas. Mais du coup, ça vaut peut-être le coup que tu te spécialises, non? C'est un peu ce que je fais. Oui, non, mais je veux dire que tu t'orientes et que tu fondes ta carrière aussi là-dessus en tant que spécialiste plutôt B2B ou... Ouais, je pense que le créneau, il est plus là. Et aujourd'hui, c'est pour ça que je prends pas tout le monde, en fait, non plus. Quand on me sollicite, des fois, je vais réorienter quand je vois que ça sort un peu de ma cible. Est-ce que tu as des anecdotes à nous raconter ou des clients que tu as refusés? De clients que j'ai refusés, j'en ai pas beaucoup. En fait, il se passe un petit truc assez sympa en fin d'entretien, parce que vous expliquez aux clients comment vous gagnez votre vie en fait. Et là, ça l'intéresse beaucoup. Les fameuses rétro-commissions qui doivent maintenant être vraiment très claires, très normées. Déclarées absolument chaque année. En totale transparence. Absolument. Tout à fait. Moi, j'ai appris le métier comme ça. Donc, c'est quoi ton pourcentage de commission à peu près sur un dossier?
Mon pourcentage de com sur un Allez, une dossier. échelle. Non, moi, alors déjà, je prends pas des coms tout de suite, je prends des honoraires. C'est-à-dire que mon Ouais. étude Tu patrimoniale, factures à je la l'honoraire. facture. Ouais, Ok. toujours. Une étude patrimoniale, si on part sur quelque chose de très très simple, pour savoir s'il faut faire une SCI LIS, s'il faut faire du meublé, s'il faut faire du Pinel ou je Tu ne sais factures quoi. donc le conseil. Je Tu facture le factures conseil. pas, tu prends pas une com, une rétro-com sur Après, un produit. ça, D'accord. Donc ça au vient dans un départ, second tu temps. factures l'heure, le conseil. Exactement. Et ensuite, après, tu fais un. En fait, dans cette étude patrimoniale, donc il y a une partie audit. Hmm. Voilà, donc ça c'est du conseil pur et dur, où je vais faire des préconisations juridiques, fiscales, d'investissement, etc. C'est quoi? C'est 3 heures, ça? 3-5 heures? Le temps que je fais, Ouais. Ça dépend vraiment de Ça la dépend. problématique, mais à minima 3-4 heures pour en monter Hmm. une. Sinon, j'ai déjà passé des semaines à bosser Alors, sur des 3-4 heures, études. c'est combien? Si je viens chez toi, là, que j'ai besoin que tu fasses un peu J'ai un point de la j'ai situation. un forfait auquel je déroge pas, qui est 600 euros hors taxe pour vraiment répondre à une question simple. Voilà, le client qui sait pas ce que c'est que le LMNP ou la SCI LIS, je vais lui faire des comparatifs, je vais lui expliquer les lois, etc. pour pas qu'il se plante. Ok. Et derrière, je peux, souvent c'est le cas, vu que je lui ai donné les informations, il va me demander si moi je peux lui trouver des investissements. Et là, dans ce cas-là, je lui propose des investissements. Et si jamais on fait affaire, bah là, j'ai une rétrocom comme un agent IMO, par exemple, si on parle d'immobilier. Alors, ta rétrocom, c'est de l'ordre de combien de pourcentage? Sur l'IMO, on est entre 4 et 5 points à peu 4 près. à 5. Ouais. Ok. Ça va, t'es correct. Hein. Ouais, non, moi. T'es correct parce que c'est moins de 10% pour qu'on se fasse pas avoir, en quelque sorte. Ouais, puis moi, j'ai du mal à me regarder dans une glace si je prends au-dessus de 5%. C'est une question pour tout. d'éthique? Ouais, c'est une question d'éthique, ouais. Enfin, on peut pas tromper le client. On peut pas lui dire qu'on est en train de lui proposer des solutions pour développer son patrimoine et lui tirer une balle dans le pied avec 7, 8, 10 points de rétrocom à la base. Alors justement, là, sur les produits que tu peux proposer, lesquels ont ta faveur? Même si cette année, c'est un peu plus compliqué, j'imagine. Tu fais de l'immobilier, toi aussi? Je fais à titre personnel? Non. Non. Tu proposes des produits Ouais, IMO, CPI Ouais, je propose des produits IMO. Alors, les SCPI, je le fais plutôt en démembrement, en constitution de retraite pour quelqu'un qui a peut-être qui a 10 ans de la retraite. Je porte un démembrement, je lui fais acheter la nue propriété à titre perso, l'usufruit par sa holding. Là, je trouve que c'est des vraies stratégies de complément de revenus. La SCPI comme ça, en direct, pour les gens qui ont peur de l'aspect financier, des marchés, des fonds, etc., je peux en faire un petit peu, mais j'en fais moins. Sinon, l'immobilier, je l'aime bien sous forme de club deal, donc des tours de table d'investisseurs où on va financer de l'immobilier d'entreprise. Ça plaît beaucoup aux clients dirigeants d'entreprise. On est sur des tickets à 100-150 000 avec des club deals fermés sur 8-10 ans. Vu que tu es plus sur du B2B, j'imagine que tu n'as jamais fait de Pinel. Non, pas trop. Alors, on m'en a déjà demandé et là, je fais vraiment... Le Pinel, c'est pas que j'aime pas. J'en ai déjà vendu à des clients Parce que c'était un peu la baguette magique, le Pinel, pour les CGP. C'était banco pour vous, mais alors le pauvre client qui s'achetait un appartement à Babelwed, à Berck, à 10 km du centre-ville, il se faisait largement avoir quand même. C'est ça. Donc moi, en fait, j'ai pris le problème dans l'autre sens. C'était vraiment une discussion avec le client qui est de lui dire vos revenus vont être stables pendant au moins les 10 prochaines années. Oui. Vous payez plus de 10 000 euros d'impôts ou vous payez entre 3 4 000 et 10 000 euros d'impôts tous les ans. Vous savez que vous allez passer à la casserole. Vous avez déjà de l'immobilier, vous avez déjà du patrimoine. Pinel, pourquoi pas. Par contre, on le fait dans une ville qu'on connaît. Donc, avec une activité économique dense. Les seuls Pinel que j'ai vendus, ils se trouvent à Rennes, la ville où je vis, la ville que je connais comme ma poche. Puis tu faisais visiter le client, tu le poussais souvent... à aller quand même voir son investissement. Ouais, alors au moment où vous le vendez, il n'est pas sorti de terre. Ouais, mais c'est vrai, par c'est contre, souvent les promoteurs. on identifie le quartier, le potentiel locatif, etc. Et surtout, je lui fais un calcul de renta net. Parce que la loi Pinel, les loyers sont plafonnés, ce qui fait que ça vient gréver la rentabilité de votre investissement. Donc ça, le client, il faut absolument qu'il soit au courant, qu'il le comprenne. Et qu'il le comprenne. Et aujourd'hui, je le répète, et c'est de source sûre qu'une loi Pinel est forcément moins rentable que de faire du meublé ou que de faire du classique. Après, ça dépend aussi de où vous en êtes dans votre fiscalité, dans quelle tranche vous vous situez. Mais forcément, avec l'effet plafonnement des loyers, la loi Pinel perd de sa saveur. Après, c'est toujours mieux qu'un livret A à 1% ou à 0,50. Alors là, il est remonté à 2, mais avec une inflation à 8, on a encore du conseil à faire. Donc, tu fais quand même les produits basiques, produits structurés,
assurance vie, Sur tu l'aspect fais ça? financier, ouais, tout à fait, ouais. D'ailleurs, c'est plus ça que je fais que de l'immobilier. L'immobilier, j'en fais vraiment peu, c'est vraiment à la marge. Moi, je fais beaucoup d'allocations d'actifs pour de la trésorerie d'entreprise. Mhm. Plutôt trésor de holding, trésor d'exploitation, j'en fais aussi, mais on va vraiment sur des choses sécuritaires. Et sinon, tout ce qui est produit de cession, donc là, on replace les fonds sur du contrat de capi, sur de l'assurance vie française, luxembourgeoise. Voilà. Est-ce que tu as vu une appétence ou un changement d'appétence de la part des clients En même temps, toi, tu n'as pas énormément de recul parce que 3 ans, en plus, pendant le Covid, comment tu as géré d'ailleurs les fonds, les marchés qui ont bougé alors que tu venais tout juste de lancer ton économie? Tu avais un peu de trésor? Ouais, alors en fait, j'avais pas masse de trésor au début, mais j'avais des affaires IMO dans les, dans les valises, on va dire. Donc ça c'était écrit, c'était fait, donc je savais que j'allais toucher les commissions à ce niveau-là, donc j'étais pas trop inquiet. Et en fait, au moment où je me suis installé, bah, au niveau collecte, je suis parti de zéro en fait. Donc, ce qui s'est passé, c'est que je suis rentré sur des marchés. Enfin, j'ai fait rentrer quelques clients, pas tous, hein, parce que quand les marchés ils font moins 30, le client il a toujours beau vous dire bah ouais, c'est vrai, mais moi j'attends que ça baisse. Ouais, enfin bon, quand ça baisse vraiment, il n'y a plus personne. Bien sûr. Donc moi, non, je suis rentré j'ai commencé à collecter à ce moment-là. Et les niveaux de marché étaient vraiment bas, donc du coup c'était intéressant de faire un peu de produits structurés, de rentrer sur des OPCVM, obligations, actions, etc. et de reprendre un peu de risque. Pour de la trésor long terme des clients, c'est toujours pareil, hein. La trésor court terme, perso j'y touche pas, je la laisse à la banque. Damien Grelot, est-ce que c'est essentiel d'être proche de son CGP? C'est-à-dire moi qui suis à Paris, est-ce que ça serait pertinent qu'on bosse ensemble, vu que tu es à Rennes? Il n'y a pas un besoin aussi un peu de proximité, de savoir que son CGP est pas loin pour se voir, parce que c'est quand même c'est un peu confidentiel quand même tout ça. Je suis d'accord, et puis moi je pratique pas trop la visio, enfin je suis pas fan des visios, etc. J'aime bien voir les clients, j'aime bien qu'ils viennent au bureau, j'aime bien aller chez eux ou dans leurs entreprises. Après, tout dépend de ce que le client vous demande. Moi, un client je passe beaucoup de temps au téléphone par contre, que ce soit sur WhatsApp. Hier j'étais avec un client qui était à Dakar. Bon, bah voilà, on a fait un call de 20-30 minutes voilà, pour échanger. Et c'est quelqu'un qui est sur Paris et qui est originaire de Rennes mais qui est sur Paris aujourd'hui. Donc après, la majeure partie de mes clients sont bretons. Et vivent dans le Grand Ouest, et donc c'est vrai que j'aime bien les voir au moins 2-3 fois par an et puis les avoir assez au téléphone régulièrement, donc il y a une certaine proximité. Mais si tu veux devenir ma cliente, on peut quand même échanger. Attends, faut que j'hérite. Ah ouais, il y a l'héritage avant. Moi, je te souhaite d'hériter le plus tard possible quand même. Alors, est-ce que tu as des anecdotes un peu des clients vraiment où tu t'es dit non, je peux pas, c'est pas possible, et des clients où tu aurais vraiment voulu faire plus et t'as pas réussi? Des anecdotes sur des clients. Franchement, j'ai pas souvenir vraiment de quelqu'un avec qui je voulais pas. Si, il y a toujours le client, on sait qu'il va être chiant parce que. Exigeant non, exigeant, ils sont exigeants. Ça, c'est pas un problème. J'ai aucun problème avec l'exigence. Mais le client, au fameux premier rendez-vous où j'explique que je prends des honoraires et que j'y déroge pas et que je vois que le mec, ça lui va pas, on sent bien qu'il commence déjà à négocier ça. Je me dis, bon, lui, ça va être un peu chiant, donc en fait, je vais pas y aller. Voilà. D'accord. Tu décides de pas y aller. Ouais, t'as pas une technique avec un prix que tu t'es fixé où tu peux te dire bon allez je fais semblant, mais en fait c'est déjà que je vais partir avec lui avec ça. Ouais, bah là il y a toujours la fameuse lettre de mission hors de prix qu'on envoie. Mais ça, lettre de mission, alors justement on va revenir dessus, c'est obligatoire, on doit absolument vous la demander. Hein. Obligatoire. Donc, mais pourquoi il y a encore des CGP qui la donnent pas, ou en tout cas des clients qui se plaignent sur le fait de pas l'avoir eu? Ah, je sais pas, moi j'ai toujours grandi avec ça, on nous bassine avec ça, notre syndicat professionnel. Donc c'est quoi le risque? Le risque, c'est que vous puissiez plus exercer. C'est-à-dire que demain, vous avez un contrôle de votre chambre professionnelle, qui est plutôt un contrôle pédagogique. Il n'y a pas de lettre de mission, et derrière, vous avez récupéré des encours que vous gérez. Mais c'est juste pas possible. Et puis, si vous avez l'AMF qui passe, ça peut aller jusqu'au pénal, en fait. Donc, l'AMF, justement, elle passe, mais elle te prévient pas, hein. Rappelle-nous un petit peu, est-ce que tu as déjà été contrôlé? Comment justement le contrôle se fait? J'ai pas encore été contrôlé par l'AMF, heureusement. En général, quand ils se déplacent, c'est qu'ils ont quelque chose. D'accord. Donc c'est pas bon signe. Il y a une fuite ou il y a une plainte? Il y a un truc, Contrôle de la CNCGP, j'ai pas encore eu. Souvent, c'est tous les 3 ans.
Moi, c'est dans bientôt, alors. Si quelqu'un de C'est chez cette eux année. écoute le podcast, ouais, ça va être pour bientôt. Donc, oui, il y a toute une compliance, document d'entrée en relation, lettre de mission, accepter, signer du client, rapport de mission, profil de risque. Tracfin, pareil, il faut faire vos déclarations Tracfin, même si ça se passe très bien et que pour la lutte anti-blanchiment, vous devez absolument, si vous n'avez pas le moindre soupçon, il faut quand même faire une déclaration Tracfin. Et si vous avez le moindre soupçon, par exemple quelqu'un qui est à l'IFI et qui ne paye pas son IFI, vous le voyez qui ne paye pas son IFI depuis 3-4 ans, vous ne devez pas le dire au client, mais vous devez quand même faire une déclaration de soupçon. Tu le fais, ça? J'ai pas eu le cas. D'accord. Donc j'ai pas eu le cas. Il y a un peu de délation là-dedans, non? Bah ouais, on rentre un peu là-dedans, donc souvent vous pouvez contourner le truc si vous savez ça et que c'est au moment du premier rendez-vous que vous le découvrez ou avant de signer Tu la peux lettre le de dire au mission. client quand même. En fait, on dit au client, mettez-vous au carré puis on rentre en relation peut-être plus tard. Quoi. D'accord. Mais, Tu lui conseilles d'être clean avant de te parce revoir. que moi, Quoi. dès que je rentre en relation avec lui, ma responsabilité, elle engagée. est aussi engagée. Du coup, ça peut aussi avoir des répercussions sur toi. Si tu vas sur un client comme ça qui a fraudé, hein, on peut appeler ça comme ça, hein, qu'est-ce que toi tu risques en tant que CGP? C'est-à-dire comment tu peux être inculpé, enfin accusé, hein, s'il n'y a rien de formel? Blâme, je pense. En fait, tu peux pas dire que tu le savais pas, c'est impossible. Tu es censé récupérer tous les documents de la vie de tes clients, on est d'accord? C'est ça. Donc c'est quoi? C'est l'IR, ouais, c'est IFI, IR, IFI, bulletin de salaire, relevé d'épargne, les taxes, tout ça. Donc effectivement, si en faisant un audit patrimonial, vous voyez que le client il fraude depuis quelques années, déjà il faut lui faire le calcul des amendes qu'il va prendre, parce qu'à un moment donné, il faut lui dire qu'il va falloir passer à la caisse. Et le pas vu, pas pris, en fait, moi je pense qu'il y a plein de CGP qui... Ils s'en foutent s'ils savent que derrière ils ont 3 millions à collecter, ils vont faire les aveugles. Mais toi tu viens de commencer, donc moi, c'est un petit peu dangereux. Donc c'est un peu dangereux aussi. T'as pas envie de baser ta réputation là-dessus, quoi. J'ai pas envie. T'as pas envie d'être le médecin qui file des arrêts, c'est exactement qui est réputé pour ça, quoi. C'est exactement ça. Donc souvent, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Je fais passer le message et je dis voilà, le jour où vous êtes au carré, que vous avez payé ce que vous devez au fisc, on va pouvoir travailler ensemble. Si vous n'avez pas du tout envie, malheureusement, je pourrais pas vous aider. C'est quoi ton quotidien? Allez, une journée type. Qu'est-ce que tu as fait hier? Qu'est-ce que j'ai fait hier? À part hier préparer le podcast. Hier, déjà, j'ai commencé la journée, j'ai fait 1 heure de sport le matin, j'aime bien. Ensuite, je suis allé au bureau. C'est comme ça que tu gères le stress un peu? Du sport? Ouais, je fais beaucoup de sport, moi. Ouais. Okay. Je sais pas si c'est pour gérer mon stress, mais en faisant beaucoup de sport, je dors mieux, je mange mieux, je suis de meilleure humeur. Donc voilà, ça me fait du bien, j'en fais régulièrement. J'arrive au bureau, je vais en vélo au bureau, c'est cool. Ouais. Je t'ai pas demandé si tu avais un peu une approche aussi ESG et RSI au niveau de tes fonds, tes produits. J'ai des fonds à impact que je mets en avant, que je vais continuer à mettre en avant pour la trésorerie d'entreprise notamment, parce qu'en fait, les entreprises, on rentre vraiment dans des stratégies bas carbone. Toutes les grosses entreprises et même les PME, ETI sont concernées. Donc, moi, je sais que je peux apporter ce genre de solution en passant par des sociétés de gestion partenaires pour aller mettre des fonds où tout ce qui pollue, en fait, on l'enlève du filtre et on va vraiment flécher l'épargne des clients vers des fonds à impact et qui ont vraiment un réel impact sur l'environnement et sur l'amélioration des choses. Ok. Journée type, j'en reviens. Je regarde tout le temps les marchés. C'est vrai que ça fait un peu schizophrène, mais c'est vrai que je suis tout le temps le nez sur les échos, bourses, etc. C'est la bonne moyenne de regarder ça quotidiennement? Il vaut pas mieux lâcher ça et regarder ça qu'une fois par semaine? Non, une fois par semaine, c'est pas assez. Vous avez vraiment, parce qu'en plus de ça, j'ai un logiciel qui me permet d'avoir tout le portefeuille client. Ouais, donc tu vois les résultats d'entreprise, tu vois les banques centrales et les resserrements des taux. Je suis obligé parce que derrière, si j'ai des arbitrages à passer, il faut que le client il comprenne pourquoi. Et donc, avant que le client comprenne pourquoi, il faut que moi je comprenne pourquoi. Bien sûr. Et donc, non, j'ai le nez là-dedans, mais après... je suis passionné, donc j'aime ça. Voilà, donc toujours regarder les marchés le matin, le soir, on va dire, entre guillemets. Les tendances, les analyses. Hier, qu'est-ce que j'ai regardé? J'ai regardé c'était pas un podcast, c'était une émission qui durait 2 heures sur la partie contexte macro du moment. Donc il y avait 3 gérants de sociétés de gestion
assez reconnus qui donnaient leur avis. Donc nous aussi, ça nous aide et ça nous donne de la matière aussi pour pouvoir discuter avec nos clients et les informer de tout ce qui se passe. Et puis aussi, j'ai envie de dire, comme tu travailles seul, peut-être que ça t'aide aussi à pas te sentir seul, justement, à après, te dire, bon, ça va, ils pensent tous comme ça, je peux y aller, ça te rassure? Il y a ça. Après, on a une confraternité qui est assez intéressante entre les jeunes CGP qui ont la trentaine d'années. Là, sur Rennes, il y en a quelques-uns avec qui j'échange pas mal. J'ai aussi, on va dire, entre guillemets, un mentor qui était associé dans un gros cabinet rennais et qui maintenant a cédé ses parts, mais qui est à la retraite et qui est vraiment dans la transmission et dans le coaching. Donc, c'est quelqu'un qui m'a accompagné aussi depuis le début. Et qui m'aide aussi à pas faire de bêtises. Donc on se voit assez régulièrement, on fait des points sur mon développement. Donc en fait, un CGP indépendant, il n'est pas si seul que ça en fait, puisqu'il peut s'appuyer sur des partenaires. J'ai des partenaires, plateformes d'assurance, banques d'affaires, sociétés de gestion que je peux appeler en permanence. Puis il y a les assos aussi. Il y a beaucoup d'associations. Moi, je suis à la CNCGP. Donc, la CNCGP, elle nous forme. Donc, on doit valider, je ne sais plus, à peu près 40 heures de formation sur l'ensemble des métiers tous les ans. En interne là-bas, si on a un sujet réglementaire, si on a un sujet juridique, si on a quelque chose qui nous travaille ou qu'on n'a pas rencontré, bien évidemment, il y a différentes commissions à la CNCGP qu'on peut contacter pour échanger. Il y a un ticket d'entrée quand on veut arriver chez MyCGP? Moi, j'identifie surtout le potentiel. Ouais, c'est vrai qu'en dessous de 100 000, je ne vais pas pouvoir faire grand-chose, sauf gros potentiel. Sauf si je sais que le client est en train de lancer son activité. À 2-3 ans, ça peut aller loin. Là, je peux déroger, mais c'est vrai que pour un client particulier, en dessous de 100 000, je vais avoir du mal. Pour de la trésorerie d'entreprise, à peu près 150-200 000, on peut commencer. Je peux vraiment apporter des choses et des solutions intéressantes. Tu souffres pas enfin, pas du complexe de l'imposteur, mais du complexe du jeune, un peu? T'as pas l'impression quand on vient de te voir, qu'on se dit il est tout jeune, il vient de démarrer, 3 ans qu'il a lancé son activité? Ouais, si, je me le dis souvent, ça. Je me dis, en fait, c'est vrai que c'est une profession un peu à cheveux gris, ou à pas de cheveux du tout. Ouais, bidon. Ouais, donc en fait, non, moi, comme je te le disais tout à l'heure, ça, j'ai eu le cas surtout quand j'étais salarié. J'arrivais chez des patrons de supermarchés qui avaient tout vu, tout fait et qui avaient d'énormes moyens. J'étais le petit jeune avec ma petite sacoche à leur expliquer comment ils allaient vendre leur boîte, quoi. Donc il y a toujours j'ai toujours gagné du crédit par ma technique, donc par mes études, parce que j'ai appris dans mon ancienne expérience, par la théorie. C'est vraiment grâce à ça que j'ai réussi à convaincre. Et puis, on m'a toujours dit que je faisais un peu plus que mon âge aussi, donc c'est par mettre français, quoi. Donc la maîtrise de tes acquis. Ouais. Et puis ensuite, aussi, tu disais prendre soin, j'ai retenu, c'est un mot qui est revenu souvent dans ta bouche. Donc on sent que... Est-ce qu'on peut dire que MyCGP, c'est un peu une entreprise que tu veux familiale? Complètement. Et conviviale, en tout cas. Ouais, familiale, conviviale, et puis vraiment la proximité. Je pense que le Mail, il n'est pas anodin, c'est vraiment c'est mon CGP, c'est mon conseiller que je peux appeler quand je veux, quand j'ai un tracas, que je me pose une question, etc. Je sais qu'il est là, je sais que je peux l'appeler, que je peux compter sur lui. Et j'espère qu'à l'avenir, on sera plusieurs MyCGP à pouvoir accompagner tous nos clients. Oui, du coup, tu as envie de t'agrandir, de recruter. C'est quoi justement l'actu de MyCGP ? L'actu de MyCGP, c'est consolider là encore sur 2022. Après, j'ai une petite idée en tête de croissance externe que je peux pas trop dévoiler pour l'instant parce que rien n'est fait, mais j'aimerais bien racheter. Voilà, comme on disait tout à l'heure, c'est une profession à cheveux gris. Donc il y a pas mal de cheveux gris très sympas qui ont très bien travaillé par le passé pour certains. Moins pour d'autres, mais en tout cas, il y aura des opportunités, je pense, pour récupérer le flambeau de certaines structures et pourquoi pas racheter des portefeuilles. J'aimerais bien faire de la croissance externe en rachetant des portefeuilles tous les 3-4 ans. C'est quoi ton leitmotiv quand tu te lèves le matin ? Quand tu abordes ta journée ? Qu'est-ce que tu te dis ? Qu'est-ce que tu te dis aujourd'hui ? Je veux que ma journée, elle soit cool. Enfin, je veux être serein, en fait. C'est-à-dire, je veux pas trop me prendre la tête, je veux pas être en phase je veux pas de stress, je veux pas d'anxiété, je veux être bien dans ce que je fais, bien dans les échanges avec les uns et les autres, et quand je me couche le soir, je veux pas m'inquiéter pour le lendemain. Voilà. T'arrives à couper le week-end ?
Ouais, le week-end, j'arrive à couper, ouais. Même le soir, hein. Après, c'est pas toujours simple. Quand vous avez vraiment un dossier ou un truc qui vous travaille, vous l'amenez dans votre tête, dans votre lit, dans votre canapé. Enfin, voilà, on est tous pareils. Comment est-ce qu'on fait pour te contacter ? Pour me contacter, j'ai un site internet, www.mycgp.fr, qui a été refait dernièrement. Donc on peut me contacter là-dessus, il y a un formulaire de contact. Tu as un stand à Patrimonia ? Pas encore peut-être. J'ai pas de stand à Patrimonia, parce qu'en général à Patrimonia, je suis invité, vu que je suis CGP. C'est les partenaires souvent qui ont des stands, les sociétés de gestion, les assureurs, etc. Donc j'ai pas de stand à Patrimonia. Sinon, j'ai des cartes de visite avec un téléphone portable, un numéro qui va bien. D'accord, donc sur ton site sur ma page internet LinkedIn aussi. J'ai une page LinkedIn MyCGP sur laquelle je mets pas mal de contenu. Le site internet, et j'ai aussi un petit compte Instagram où là l'objectif c'est plus une vitrine et puis montrer aux plus jeunes générations que la gestion de patrimoine c'est pas si chiant que ça, quoi. Merci Damien Groslo. Je rappelle que tu es le fondateur de MyCGP et que tu officies à Rennes. Sur Rennes ? À Rennes, comment on dit ? Sur Rennes ou à Sur Rennes, Rennes. les deux fonctionnent. Allez, ça va. Merci Beaucoup. Salut.